Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Marketing Reboot numéro 20. Mais pourquoi sommes-nous en relation avec les marques? Voilà le titre que nous avons choisi pour cet épisode numéro 20. Et à épisode exceptionnel, invité exceptionnel, Aïda Mimouni qui nous rejoint aujourd'hui. Aïda, bonjour. Bonjour Thibaut. Et merci d'être avec nous. Tu es spécialiste des programmes relationnels et des politiques de promotion des entreprises. Tu es enseignant-chercheur à Cergy Paris Université. On connaît tes travaux notamment publiés dans Recherche et applications en marketing, Journal of Business Research, Journal of Retailing and Consumer Services ou encore Décision Marketing. Tu as été secrétaire général de l'Association française de marketing. C'était pour nous une évidence, Aïda, de te recevoir aujourd'hui pour ce Marketing Reboot dédié aux bénéfices relationnels. Et bien sûr, comme d'habitude, nous présenterons avec Aïda ce Marketing Reboot avec Grégoire Botorel. Bonjour Grégoire, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Bonjour Thibaut, bonjour Aïda. Bonjour Grégoire. Alors, pour commencer, il y a une référence qui s'impose sur ce sujet des bénéfices relationnels. C'est bien sûr celle de Suzanne Fournier qui, dans son article qui s'appelle Consumers and their Brands Developing Relationship Theory in Consumer Research, on pourrait dire que Suzanne Fournier, finalement, tire une certaine sonnette d'alarme. Elle nous dit qu'au fond, pris dans notre enthousiasme pour nos capacités de collecte d'informations, pour les opportunités potentielles que représentent les engagements à long terme avec les clients, est-ce que nous n'aurions pas oublié, au fond, que les relations se construisent à deux? Et derrière cette remarque particulièrement pertinente de Suzanne Fournier, il y a bien sûr toute la question de la perception par les consommateurs qui, paradoxalement, aurait pu un peu être oubliée dans ces initiatives multiples de programmes relationnels qui sont précisément faits pour construire de la centricité client. Alors, premier chapitre de notre reboot aujourd'hui, les fondements des bénéfices relationnels, avec un article fondateur, un article qui s'appelle Relational Benefits in Services Industries, The Customer's Perspective. Et dans cet article, eh bien, on va identifier les auteurs, Gwiner, Gremler et Bittner, dont nous reparlerons tout à l'heure. Ces auteurs vont identifier trois grands types de bénéfices, c'est-à-dire des avantages que les clients retirent des relations à long terme au-delà de la performance du service de base. Et ces grands types de bénéfices relationnels, ils sont donc de trois natures. D'abord, des bénéfices de confiance. La confiance dans le fait qu'on sait en tant que consommateur à quoi s'attendre. Il y a donc une anxiété réduite, un risque réduit dans l'achat du service parce que on a la connaissance du produit et surtout de son fournisseur. C'est ce qu'on appelle des bénéfices de confiance. Deuxième catégorie de bénéfices, les bénéfices sociaux dont nous reparlerons. C'est ceux qui sont associés, bien sûr, avec la reconnaissance par les employés, avec une certaine familiarité, voire une amitié. En tout cas, la relation qui a été tissée entre le consommateur et la firme va générer également des bénéfices de type sociaux. Et puis, troisième type de bénéfice, du traitement spécial, du traitement spécifique, ce que les clients qui ont développé une relation avec le fournisseur va pouvoir obtenir. Ça peut être des avantages promotionnels, un service plus rapide, des offres que les autres consommateurs peut-être n'auront pas ou auxquelles ils ne pourront pas prétendre. Voilà donc ces trois grands bénéfices de confiance, sociaux et de traitement spécial. Alors Grégoire, est-ce que tu peux poursuivre et amplifier cette catégorisation en trois types de bénéfices? Bien sûr Thibaut, parce que dans cet article fondateur donc, de Gwiner, Gremler et Bittner de 98, au-delà de définir ce que c'est qu'un bénéfice relationnel et puis de les classer en trois grandes typologies,
Cet article-là va proposer la première hiérarchie de ces bénéfices relationnels, consistant à dire tous ces bénéfices ne sont pas égaux du point de vue du consommateur. Alors, ils vont tester, ces trois co-auteurs, différents types de services, différents secteurs d'activité, avec des services avec une fréquence de contact et un niveau de personnalisation très élevé, et puis des services avec un niveau de contact très modéré, puis un niveau de service plutôt standard, en essayant de comparer ce qui est réellement important du point de vue du consommateur entre ses bénéfices de confiance, ses bénéfices sociaux et ses bénéfices de traitement spécial. Alors, ils vont nous dire ce qui est réellement reçu de la part du consommateur et surtout ce que le consommateur va vivre comme étant important pour lui dans la relation. Et ce qui est important dans cet article-là, c'est que quel que soit le type de service étudié, on retrouve toujours la même hiérarchie des bénéfices relationnels du point de vue du consommateur. Et on a toujours une hiérarchie en trois temps. D'abord, ce qui est le plus important du point de vue du consommateur sont les bénéfices de confiance. Ce que tu mentionnais à l'instant comme réduisant la crainte, augmentant le niveau de confort, bref, savoir à quoi s'attendre. C'est ce qu'il y a de plus important du point de vue du consommateur. Ensuite, on a les bénéfices sociaux qui arrivent hiérarchiquement en deuxième. Donc, c'est la partie émotionnelle de la relation. Cette idée d'avoir une certaine connivence, une familiarité, une reconnaissance personnelle. Et puis, ce qui arrive en troisième, en termes de hiérarchie, sont les bénéfices justement de traitement spécial. Donc, c'est cette idée d'avoir, parce que je suis dans une relation de long terme, une forme de traitement privilégié ou préférentiel, en tout cas individualisé, par rapport à un consommateur qui ne serait pas dans cette relation. Donc, on a déjà, quel que soit le type de service, une première hiérarchie qui émerge il y a plus de 25 ans, qui nous dit d'abord la confiance, ensuite le social et enfin les traitements spéciaux. Merci Grégoire. Alors, comme toujours, trois chercheurs en pointe qu'il faut absolument distinguer ici dans ce reboot. D'abord, Kevin Gwinner, qui est doyen à Kansas State, qui, lui, va notamment insister sur le questionnement sur ces traitements spéciaux qui, finalement, n'ont pas toujours d'impact sur le résultat de l'entreprise, mais qui peuvent être devenus finalement indispensables, faute de quoi une marque pourrait sortir de l'ensemble de considérations. Donc ça, c'est Kevin Gwinner. Ensuite, bien sûr, référence incontournable, Aïda Mimouni Chaban, qui est avec nous aujourd'hui, bien entendu, que nous avons précédemment présenté. Aïda qui a notamment mis en évidence le fait que trop de chercheurs peut-être s'intéressaient aux bénéfices que retire une entreprise en fidélisant ses clients, plus que à la manière dont ses clients perçoivent, encore une fois, les actions et le contenu des programmes relationnels. On y reviendra. Et puis, troisième chercheur qu'on souhaitait absolument saluer aujourd'hui, Dwayne Gremler, qui est lui professeur à Bowling Green State, et qui nous dit que la concurrence entre les entreprises de services est de plus en plus féroce. Celles qui réussiront à créer cette connexion émotionnelle tireront leur épingle du jeu, peut-être un programme et une ambition ici pour les programmes relationnels. Alors, depuis l'article fondateur que Grégoire nous présentait à l'instant, trois grandes tendances de recherche. D'abord, des articles et des recherches autour de la validité externe, c'est-à-dire comment appliquer cette question des bénéfices relationnels à d'autres secteurs que les services, bien entendu, c'est essentiel. Deuxièmement, un courant de recherche autour des nouveaux bénéfices relationnels dans certaines cultures apportés par la technologie. On peut imaginer des nouveaux bénéfices, bien entendu. Donc ça, c'est toute une voie de recherche. Et enfin, les bénéfices des bénéfices relationnels. À quoi ça sert, ces bénéfices relationnels? Qu'est-ce qu'ils apportent, bien sûr, à la marque et peut-être aux consommateurs également. Voilà, donc trois grands courants de recherche. Et tout de suite, Grégoire, une question qui s'impose. Pourquoi est-ce que les bénéfices relationnels sont-ils devenus si stratégiques? C'est en effet la question principale, puisqu'en 98, on comprend de mieux en mieux et on s'intéresse de plus en plus aux perceptions des consommateurs vis-à-vis de leur relation avec les marques. Et puis, on va s'intéresser à partir de là
aux outcomes, donc aux effets des bénéfices relationnels. Et il faut attendre quelques années pour avoir, donc en 2002, un premier article qui nous dit que ces bénéfices relationnels, donc sont les avantages qui vont au-delà de la performance de base du service, on sait que, oui, on apprend qu'ils vont avoir un impact d'abord direct sur ce qu'on va commencer à mesurer et qu'on appelle la qualité de la relation entre un consommateur et une marque ou une enseigne ou une entreprise. Alors, cette qualité de la relation, c'est évidemment une attitude, c'est un état qui est affectif, qui va résulter chez un consommateur d'une évaluation globale de sa relation avec l'entreprise. Mais on sait qu'elle est basée sur la satisfaction, sur la confiance et sur le degré d'investissement de part et d'autre que chaque partie prenante va mettre dans cette relation. Donc on sait que travailler les bénéfices relationnels construit dans le temps une qualité de relation supérieure. Ça, c'est le premier outcome intéressant. Et ensuite, en 2002, on a dans cet article, d'ailleurs coécrit par Gremler, que tu citais à l'instant, l'émergence d'un modérateur qui nous dit que les bénéfices relationnels, certes, ils vont générer un effet direct sur la qualité de la relation, mais surtout un effet qui finalement est indirect, puisqu'un client, un consommateur, il va percevoir, et c'est ça qui est important, des investissements relationnels qui sont consentis par l'entreprise. Donc les bénéfices relationnels doivent en fait s'incarner, être symbolisés, être visibles du point de vue du client, puisque le client va systématiquement percevoir des ressources, des efforts qui sont alloués par l'entreprise en vue d'améliorer la relation. C'est pour ça, par exemple, qu'on va commencer à s'intéresser à la résolution d'incidents de service, à la gestion de l'insatisfaction client, parce que ce sont des temps forts relationnels dans lesquels un consommateur va évaluer la perception de l'entreprise, de proactivement finalement travailler cette qualité de relation. On a d'ailleurs fait un épisode précédent, je crois que c'était le Marketing Reboot numéro 15, Thibaut, sur cette notion de service recovery. Donc travailler en effet les temps forts relationnels qui, du point de vue client, symbolisent la perception de l'investissement relationnel. Ça, c'est le premier outcome. Donc on va travailler de la qualité de relation, cet état affectif qui est si important quand on fait du marketing client. Ensuite, le deuxième outcome intéressant, c'est que certains vont se dire, maintenant qu'on comprend ces bénéfices relationnels, qu'on apprend aussi que chaque client peut chercher des bénéfices un peu différents, comment on peut les exploiter quand on fait du CRM ou du marketing client. Et on a les premiers travaux qui vont commencer à exploiter ces bénéfices relationnels, par exemple dans des segmentations d'un portefeuille client, segmenter les clients selon leurs différentes attentes, leur type d'attente et donc leur type de bénéfices relationnels recherchés. Avec des travaux qui nous disent il y a des segments de clients qui sont plutôt en quête de praticité, de gain de temps, de conseils, peut-être de bénéfices relationnels. Donc on voit émerger des personas ou des segments avec des appellations parfois assez originales. On a les Happy Busy Shoppers, qui sont les gens qui ont des contraintes de temps très fortes, mais qui, par contre, ont une forme de shopping enjoyment, donc qui ont du plaisir à faire du shopping. Très peu de temps, mais beaucoup de plaisir. Voilà des types de bénéfices qui nous permettent de créer un persona. Au même titre que les challenged shopping lovers, ceux qui ont beaucoup de plaisir, mais qui, par contre, ont besoin d'un niveau de conseil supérieur. Donc, on va en fait combiner ces types de bénéfices pour en faire des segments. Et donc, toute l'idée derrière est d'avoir des plans d'activation, des plans d'action différenciés en fonction des types de bénéfices relationnels qu'un client vient chercher. Et puis, finalement, sur les outcomes, on ne peut pas ne pas citer un article qui est plutôt récent, qui a été publié en 2020, qui en fait est une méta-analyse qui fait le bilan 20 ans après 20 ans de recherche sur les bénéfices relationnels, qui fait une synthèse de pas moins de 224 articles de recherche publiés sur ce sujet en 20 ans. Vous voyez que ça a été un courant de recherche extrêmement actif et qui nous dit en fait principalement deux choses. Cet article nous dit que d'abord, les bénéfices relationnels vont avoir une première conséquence favorable, et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une augmentation de la valeur perçue par le consommateur, et ça améliore, on l'a vu, la qualité de la relation et la fidélité des clients. Donc les 20 ans de publication sont d'accord sur le fait qu'un bénéfice relationnel augmente la valeur perçue. Et deuxième consensus de la recherche, c'est qu'un bénéfice relationnel
va aussi augmenter le niveau de dépendance des clients à l'égard de la relation avec une marque, parce qu'ils vont accroître ce qu'on appelle les coûts de sortie, les switching costs. Donc, en fait, va créer une forme d'habitude, de récurrence dans la relation entre un consommateur et une marque, et va donc créer, de fait, une fidélité accrue. Donc, plus de valeur pour le consommateur, plus de fidélité, égale effectivement plus de performance financière. Les bénéfices relationnels constituent donc un investissement rentable qu'on commence à mesurer. Merci Grégoire, effectivement un modèle absolument fondateur qui résume ces 224 articles depuis 20 ans. Alors Aïda, à présent, il est plus que temps d'évoquer un bénéfice relationnel qui est au cœur de notre époque et vraiment dans l'air du temps, la quête de bénéfices sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, effectivement, Thibaut, ce bénéfice social qui prend de plus en plus d'importance et qui devient déterminant dans la manière dont on explique pourquoi les clients et les consommateurs de manière générale entretiennent des relations avec les entreprises. Alors pour comprendre pourquoi ce bénéfice est important, peut-être là aussi un retour aux sources s'impose. Si on essaye de prendre un peu la big picture et de se dire finalement ce cadre de bénéfice relationnel, comment on peut le situer dans un cadre un peu plus global. Et la notion qui vient spontanément, c'est celle dont vous avez parlé à l'instant, c'est la notion de valeur perçue. Donc les clients, finalement, quand ils entrent et entretiennent des relations avec une entreprise, ils en retirent une certaine valeur perçue. Et on a l'habitude de définir cette valeur perçue comme étant un arbitrage, une comparaison entre des bénéfices et des coûts. Et plus ces bénéfices dépassent les coûts, plus cette valeur perçue est importante. Vous en avez d'ailleurs parlé dans 2 de vos reboots pour les suivre régulièrement et avec grand intérêt. Donc, les reboots 10 et 14, si je ne dis pas de bêtises. Alors, maintenant, dans ces reboots aussi, vous avez parlé de cette notion de valeur comme arbitrage qui est plutôt une notion de valeur d'échange ou plutôt une valeur que l'on retire de la possession et de l'achat d'un objet. Or, quand on parle de relation, on a besoin d'une valeur un peu plus globale, un peu plus intégratrice. Et ce qui me vient tout de suite en tête, c'est la fameuse typologie d'Holbrook depuis les années 90 qu'on utilise très souvent et qui fait référence à une notion de valeur de consommation. Elle est plus expérientielle, plus relationnelle. Il y a 2 critères fondamentaux pour parler de cette valeur. Tout d'abord, vers qui est tournée cette valeur? Est-ce qu'elle est tournée vers soi ou vers les autres? Donc, quand on entretient une relation avec une entreprise, l'objectif, est-ce que c'est plus d'affirmer une valeur personnelle de soi, comme par exemple une valeur intrinsèque qu'on retirerait de la consommation, ou est-ce qu'on est plus vers une valeur tournée vers les autres? Et puis l'objet de cette valeur, est-ce que c'est le produit qui est le fondement de l'échange en lui-même, ou est-ce que c'est une valeur plutôt extrinsèque, donc c'est une fin, le produit n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour obtenir un objectif. Et quand on prend les 4 axes de cette typologie de Holbrook, on arrive assez facilement à replacer 3 des bénéfices qu'on vient de voir et qui ont été mis en évidence par Gremler et ses collègues. Donc, la valeur économique, c'est le traitement privilégié, qui est une valeur tournée vers soi et qui est extrinsèque. La valeur, le traitement préférentiel aussi en tant que valeur hédonique, qui est toujours tournée vers soi, mais c'est une valeur intrinsèque, c'est une fin en soi. La valeur sociale, avec tous les bénéfices de reconnaissance, les bénéfices symboliques d'expression de son unicité ou encore les bénéfices de confiance. Et il nous reste une dernière dimension qui n'est pas traduite par la typologie de Gremler et de ses collègues, et c'est la fameuse valeur altruiste. Donc, en gros, on entretient une relation pour aussi affirmer des valeurs qui sont en cohérence et alignées avec ceux de la marque ou de l'entreprise avec laquelle on entretient cette relation. Et donc, on est plutôt sur une dimension de partage, une dimension typiquement altruiste, où on porte des valeurs plutôt spirituelles et des valeurs qui résonnent avec toutes les préoccupations aujourd'hui des entreprises en termes de responsabilité sociétale. Alors justement, ces valeurs-là,
où ces bénéfices-là peuvent être véhiculés par tous les programmes et tous les investissements de RSE, mais on peut aussi les imaginer de manière un peu plus standard, un peu plus banale dans la communication de tous les jours de la marque vis-à-vis de ses clients. L'exemple d'IKEA ici l'illustre assez bien puisque on communique de manière responsable, on incite le client à marcher pour aller dans le magasin le plus proche au lieu de prendre le bus en mettant en avant voilà, la réduction de son empreinte carbone. On peut aussi imaginer un dispositif avec un programme relationnel qui va porter ces valeurs de partage, ces valeurs de responsabilité, où on va structurer l'ensemble du programme autour de ces valeurs sociales, où on va imaginer à la fois un système de earn qui va s'appuyer sur des comportements responsables, comme typiquement ici, recycler chez Aigle, recycler, mettre en vente ses propres articles sur la plateforme de seconde main. Et on peut aussi imaginer un système de burn qui récompense de manière responsable, puisque là aussi, on va avoir des bons de réduction, mais qu'on va utiliser sur cette plateforme pour encourager encore une fois cette économie circulaire et cette consommation responsable. Et ce bénéfice, qui n'était pas mis en avant il y a plus de 20 ans par la typologie de Gremler, il s'explique par aujourd'hui de fortes attentes, de fortes préoccupations. On sort à peine de la COP27 et donc ça résonne énormément et les marques doivent s'empresser de se saisir de ce nouveau bénéfice et certaines le font déjà très bien. Merci Aïda pour cet éclairage sur les bénéfices sociaux et cette valeur altruiste en particulier qui est nouvelle et déjà tellement stratégique. Alors à présent, il s'agit de parler de nos programmes, les programmes dont nous sommes acteurs au quotidien, qui incarnent ou qui essayent d'incarner ces bénéfices relationnels. Ce sont les tentative finalement des marques pour mettre en pratique les théories et les articles que nous venons de commenter. Alors ces programmes, on peut se demander si aujourd'hui ils véhiculent réellement les bénéfices qu'ils devraient véhiculer, quel est leur impact dans ce domaine, avec un premier constat, c'est que il y a une multiplication de ces programmes avec des typologies de programmes qui ne cessent d'augmenter, des programmes de fidélité, bien sûr, qui ont un peu inventé le concept, et puis vous vous souvenez certainement du reboot numéro 6 sur les programmes de fidélité, sinon je vous invite à le revisionner. Des programmes relationnels, bien entendu. Jala nous a dit, par exemple, qu'il visait à exploiter la connaissance client pour établir, maintenir et développer la relation à long terme, sans forcément qu'il y ait de mécanique vraiment récompensant la fidélité. Puis des programmes d'engagement qui, ceux-là, vont viser à mesurer et encourager la contribution volontaire des clients. Et donc, on le voit, une multiplication des types de programmes. Alors, Grégoire, est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de la data pour comprendre le type de relation attendue par les clients? Avec plaisir, puisque les 3 dispositifs que tu cites, Thibaut, sont avant tout des dispositifs de collecte de données et donc des dispositifs de connaissance client. Alors, Suzanne Fournier, que tu mentionnais en introduction, profite de cette occasion des presque 40 ans des programmes de fidélité pour en faire finalement un jugement critique dans une publication de 2014 en nous disant que en dépit de l'essor des programmes de fidélité ou des programmes relationnels qui collectent massivement de la donnée et qui génèrent de la connaissance client, d'ailleurs, elle cite un chiffre qui est intéressant, hein, le marché du CRM, c'est 11 milliards de dollars chaque année, hein, le marché des outils de CRM. Elle nous dit, dans CRM, il y a quand même un R, le R de relationship, et investir dans des programmes ou dans des outils de CRM ne signifie pas investir dans de l'intelligence relationnelle. Peut-être qu'on a oublié le R de CRM quand on investit d'abord dans un outil sans penser à l'humain. Et nous dit quelle occasion manquée finalement d'utiliser cette donnée, cette matière première pour comprendre le type de relation
attendues par les clients, puisqu'il n'existe pas une relation, mais des relations. Tous les clients n'attendent pas la même relation vis-à-vis d'une entreprise, avec des bénéfices relationnels qui sont différents. Et donc, Suzanne Fournier nous dit il est urgent d'abord d'identifier les attentes des consommateurs en termes de relations et d'aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui dans les programmes de fidélité ou dans les programmes relationnels, en finalement tendant le micro aux clients beaucoup plus régulièrement à travers des études, des comportements d'engagement, des questionnaires, bref, collecter de la perception, des attentes, des besoins. Et ensuite, adapter des actions à des attentes différentes, hétérogènes des consommateurs. Pour certains, il va s'agir de faire de la recommandation, donc de limiter le choix. Pour d'autres, plutôt de favoriser la transmission de feedback, parce qu'ils vont avoir un besoin d'expression plus fort. Et peut-être que pour d'autres, il s'agit d'ajuster, par exemple, la fréquence de sollicitation, la fréquence de contact, et puis les contenus. Bref, il s'agit en fait d'être beaucoup plus customer-centrique que ce que les programmes d'aujourd'hui vantent, avec beaucoup plus de data au service de la connaissance client, une formation accrue de tout le personnel en contact à cette intelligence émotionnelle, à cette intelligence relationnelle, beaucoup plus de recrutement, par exemple, basé sur des soft skills pour le personnel en contact, peut-être aussi de la création d'incentives pour encourager le personnel de vente, la force de vente, à muscler son jeu en matière de relations clients, plutôt que simplement à développer des programmes qui collectent massivement, mais parfois en oubliant en partie le R de relationship dans les programmes de CRM. C'est dans ce cadre-là que Suzanne Fournier évoque le fait que beaucoup de programmes relationnels, CRM ou de fidélité, sont basés sur des types de bénéfices qui sont essentiellement des gains monétaires ou du cashback, alors que les bénéfices relationnels sont beaucoup plus nombreux, Aïda, et tu les as beaucoup étudiés dans le cadre de ta thèse de doctorat. Oui, tout à fait, Grégoire. Alors, je les ai étudiés dans le cadre de ma thèse et je continue toujours aujourd'hui à les étudier avec passion. Il y a une grande multiplicité des bénéfices qu'un programme relationnel peut porter. Tout d'abord, des bénéfices monétaires que l'on connaît tous avec des bons de réduction, par exemple, à valoir sur un prochain achat. Mais il y a aussi une dimension dans l'utilitaire qui est une dimension pratique. Et cette dimension, c'est vrai qu'on ne la met pas peut-être assez en avant, alors qu'elle est importante, surtout dans une ère où on parle beaucoup de l'effort du client et comment le réduire. Donc, un programme relationnel peut être un dispositif pertinent pour réduire cet effort. On le voit avec des exemples concrets de pratique. Le programme Décathlon, par exemple, où si vous n'avez pas le temps d'aller faire du sport, et ben, c'est le sport qui vient chez vous avec des exercices, une salle de sport en ligne. On le voit typiquement aussi dans le cadre de l'aérien avec toutes les comptoirs d'enregistrement, les coupes-fils pour les clients qui ont un certain statut dans le programme de fidélité, ou avec un exemple encore un peu plus médiatisé, le fameux Amazon Prime, où la livraison dans certaines villes peut être effectuée en 1 heure. Autre dimension de bénéfice qui n'était peut-être pas assez mise en avant dans la typologie de bénéfices relationnels de manière générale, ce sont les bénéfices hédonistes. Un programme, grâce à la data, peut aussi servir comme un levier pour se faire plaisir et nourrir cette dimension hédoniste. Alors, il y a tout d'abord une dimension plus d'exploration où on va s'appuyer sur les données collectées pour faire circuler le client dans la gamme, lui faire découvrir de nouveaux produit en s'appuyant sur son historique d'achat et ses préférences passées. Mais on peut aussi jouer sur cette mécanique de collecte avec aussi des mécaniques de gaming pour créer du plaisir, du divertissement grâce au programme relationnel. La dimension symbolique est assez bien matérialisée dans les programmes aujourd'hui, avec toute cette dimension de reconnaissance. J'en ai parlé dans l'aérien, où vous avez, par exemple, des salons privilèges, où on peut aussi, dans le secteur de l'hôtellerie, s'appuyer sur les préférences pour que quand vous arrivez, vous avez la chambre que vous avez l'habitude de prendre, vous avez votre boisson préférée. Donc, ce sont vraiment des actions plutôt symboliques qui peuvent jouer sur
les bénéfices ou la dimension reconnaissance, comme ils peuvent aussi jouer sur une dimension plutôt appartenance, où on est sur des partages de valeurs, on est unis autour d'un univers, comme typiquement, par exemple, le nouveau programme de Decathlon au niveau de la pratique sportive. Et puis, une dernière dimension plutôt sociale, qu'on a réussi à mettre en avant récemment dans nos travaux, puisqu'il s'agit aussi de montrer qu'un programme est un levier aussi, non seulement d'activation du client, mais un levier de communication autour des stratégies et des investissements RSE. Et on peut très bien parler de cette dimension de bénéfice qu'on a appelée Warm Glow, c'est-à-dire cette fierté de contribuer à une bonne action altruiste. Et on le voit se matérialiser très facilement dans des programmes, par exemple, où on peut faire don de ces points de fidélité au lieu de les utiliser pour soi. Tout à fait, Aïda, merci. Alors, 2 exemples de programmes assez emblématiques en ce moment dont on peut parler rapidement. D'abord, le programme Accor, le programme All, Accor Live Limitless, qui est vraiment un exemple de programme qui procure des bénéfices symboliques de type distinction dont tu parlais tout de suite, avec 4 grands piliers dans ce programme. Une approche vraiment sur mesure pour les VIP avec des récompenses exclusive, une expérience omnicanale avec vraiment une très belle exécution pour se connecter de plusieurs manières différentes. 43 marques quand même, une expérience shopping qui permet de se connecter au programme, des événements d'affaires, un service mobility, donc vraiment quelque chose de très complet. Et puis un 4e pilier, du coup, autour de la viralisation et du coup de la diffusion de ce programme. Donc un programme vraiment intéressant et innovant. Un autre, bien entendu, qui est incontournable, c'est le programme de Nike qui, lui, illustre à merveille le bénéfice symbolique de type appartenance dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup, certainement connaissent ici et pratiquent le programme de Nike avec des facettes vraiment intéressantes autour de 4 grandes applications et puis des valeurs fondamentales qui sont la personnalisation, la communauté, l'exclusivité et, comme précédemment, l'expérience omnicanale, puisqu'on peut acheter en magasin, sur la page, avec 4 applications mobiles au cours d'événements et puis des séries limitées. Je crois que c'est quelque chose de très important aussi dans le programme de Nike pour créer de l'animation, du mouvement, quelque chose qui en permanence évolue avec du coup parfois des tirages au sort et une dimension d'animation qui est particulièrement bien réalisée. Alors, une question un peu polémique, Aïda, et qui se pose régulièrement, est-ce qu'il faut proposer des cadeaux et d'autres avantages gratuits? Alors oui, c'est une question que l'on pose souvent, surtout que quand on regarde la méta-analyse que tu as présentée, Grégoire, on a tendance à nous dire ce sont les bénéfices qui jouent le moins, donc ce ne sont pas les bénéfices les plus importants. Pourtant, quand on regarde la réalité, quand on interroge les clients, on se rend compte que les bénéfices monétaires, les bénéfices de traitement préférentiel dans le sens de cette économie monétaire restent quand même assez importants pour les clients. Quand ils s'engagent dans un programme relationnel, ils s'attendent à recevoir des bénéfices monétaires. Donc, je pense que cela reste un levier indispensable malgré tout pour attirer le client, le motiver dans la participation au programme, ce qui pose cette question autre qui est de se dire si aujourd'hui on essaye de repositionner le programme relationnel comme un dispositif de communication au service des investissements RSE de l'entreprise, comment on fait, quel est le bon équilibre et comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette gratuité, parce que qui dit gratuité dit derrière surconsommation et incitation à l'achat. Et donc, je pense que c'est sur ce côté-là ou sur cet aspect des bénéfices que les entreprises doivent se pencher aujourd'hui pour trouver le bon équilibre entre
un dispositif qui porte les investissements RSE et un dispositif qui reste motivant et intéressant pour les clients. Merci Aïda, magnifique conclusion. En guise de rappel, le Let's Reboot auquel vous êtes habitués, quelques constats finalement que nous venons de parcourir ensemble. D'abord, les bénéfices relationnels sont précieux pour comprendre pourquoi les consommateurs restent clients. On l'a dit, la recherche sur les bénéfices relationnels a d'abord débuté avec la volonté de comprendre les raisons pour lesquelles les consommateurs souhaitent consommer et commencer ou continuer finalement leur relation avec les entreprises. Mais, et on l'a dit également, il n'y a pas un seul type de relation, il n'y a pas un seul type d'attente de bénéfices relationnels. Tous les clients n'attendent pas d'abord de relations avec les entreprises et parfois, ils peuvent n'attendre que des bonnes affaires ou de la gratuité ou des traitements spéciaux. Donc, finalement, une multiplicité d'attentes relationnelles très clairement présentes chez les consommateurs. Et en conclusion, je crois il est essentiel de rappeler ces 7 bénéfices différents que vos clients doivent percevoir. D'abord, le gain monétaire, on l'a dit, la praticité, l'exploration, le divertissement, la distinction, l'appartenance, et puis le warm glow, ce dernier type de bénéfice dont Aïda, tu nous parlais tout à l'heure, cette fierté finalement de contribuer à une bonne action altruiste, un bénéfice certainement qui grandit en importance jour après jour dans les programmes relationnels des différentes marques. Voilà, il est déjà temps de vous remercier et de vous dire à très bientôt pour un prochain épisode de Reboot, de Marketing Reboot. Aïda, merci et bonne continuation dans tes recherches passionnantes. N'oublie pas de venir nous voir pour nous raconter la suite. Grégoire, à très vite de toute façon. Merci à tous, Merci. à très vite.